C'est l'heure! Laissez-moi vous conter une petite histoire. Si vous suivez cette chaîne récemment, vous savez que je vais de plus en plus au ciné et fin 2024, Disney, en plus de Vaiana 2, avait dans les cartons Mufasa, la préquelle du Roi Lion qui raconte l'histoire du père lors de son enfance. Connaissant l'intérêt de chez Disney d'utiliser des remakes en prise de vue réelle, attention gros guillemets dans le cas qui nous anime, dans le processus de vouloir adresser des critiques des originaux et de rajouter du contexte, mais en définitive apporter plus de questions que de réponses, ce qu'on a vu avec les remakes d'Aladin et de Mulan sur cette chaîne, j'anticipais ce film comme étant un désastre qui avait pour but d'apporter de la moelle inutile au Roi Lion, dont le style photoréaliste avait déjà reçu un accueil critique mitigé. Et moi j'adore les désastres, donc c'était Day One. Bon, c'était pendant les fêtes, donc j'aurais dû payer un bras pour rentrer dans le ciné proche de la famille, mais c'était un bien maigre prix à payer. Enfin, 20 balles pour une place de cinéma, c'est du vol, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est alors que paf, Day One, ciné en carafe, problème technique dans les locaux, et Day 2, la voiture qui rend l'âme, impossible de se déplacer avant le 3 janvier. L'univers voulait pas que je voie ce film, et maintenant que j'ai pu l'observer de mes propres yeux, bah y a une bonne raison. Spoiler pour le film Mufasa, naturellement, les images que vous allez voir sont issues d'un screamer, puisque à l'heure où j'enregistre cette critique, le film n'est pas disponible à la distribution. Donc le film raconte l'histoire de Mufasa, jeune lion esseulé de sa tribu à la suite d'une inondation, et de comment il a réussi à devenir le roi de la terre des lions, alors que 1. Il n'est pas l'héritier légitime du trône, cette distinction revenant à Taka, son frère adoptif, qui bien entendu deviendra Scar à la fin, et 2. Ils ne savent même pas où se trouve la Terre des Lions, décrite dans le film comme une vallée à la luxuriance légendaire appelée Milele. Et déjà, 2 remarques à ce sujet. D'une, ça paraît débile de n'avoir aucun lion dans un lieu qui s'appelle littéralement la Terre des Lions, mais cette appellation est un choix de traduction du dessin animé original vis-à-vis de l'anglais, où le nom de l'endroit était Pridelands, la terre de la fierté, et de 2, pour ceux qui suivent, la sainte migration vers la vallée où tout le monde est heureux, tout le monde a de la bouffe et il fait toujours beau. C'est comme dans Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles. Étant en substance une grande préquelle au Roi Lion qu'on connaît tous, le film est en réalité une suite avec l'histoire de Mufasa racontée par Rafiki à la petite Kiara, fille de Simba et Nala qui pour le bien de la narration se sont absentés de l'action. Et ce subterfuge narratif, qui en pratique permet de présenter Kiara et donc de labourer le terrain pour le remake du Roi Lion 2 en live action, eh ben il est fascinant, parce que c'est en même temps les parties les plus frustrantes du film, puisqu'en plus de Rafiki et Kiara, il y a la caution rigolus de la franchise avec Timon et Pumba, qui vont foutre leur grain de sel en perturbant le conte dès que le niveau émotionnel franchit la limite de à peu près sérieux. I'm glad that didn't happen to you, Rafiki. Yes, my child. I'm glad too. Hi, we're here too. On en a déjà parlé dans la vidéo sur Tron Evolution, les films nouvelle génération de chez Disney insèrent des blagues dès que l'action pourrait atteindre un point critique pour le petit Lucas, et qu'il faut le bercer avec de la bonne ambiance. Ça passait avec Marvel quand les films étaient construits autour de la personnalité de Robert Downey Jr., et en dehors, entre Star Wars et les remakes des grands classiques en live action, ça a toujours été au mieux un désagrément, au pire un désastre qui tue des scènes d'action. Mais dans Mufasa, c'est la quintessence de cette tendance. À chaque fois qu'il peut se passer un truc dangereux pour Mufasa et Taka, on coupe sur Kiara qui a peur et Timon et Pumba qui mettent leur grain de sel en mode prout-prout, on est là et on existe, et à l'exact moment où l'ambiance est ruinée parce qu'en plus l'humour fait pas mouche, hop, on réembraye sur Mufasa et Taka dans une autre partie du récit. Donc toutes ces interruptions, déjà elles sont pas drôles, mais ça encore c'est subjectif, mais elles cassent systématiquement la narration en se plaçant dans une bulle de mise en scène qui n'a ni les mêmes personnages, ni les mêmes emplacements dans le lieu et le temps, ni la même ambiance, et parfois même montre que Kiara ne fait pas attention à l'histoire que Rafiki lui raconte. Alors on pourrait se dire qu'enlever ces séquences rendrait le film meilleur.
Surtout que l'installation de cette mise en scène de Rafiki qui raconte des histoires à la descendance, ça occupe les 10 premières minutes du film, mais ça a quand même un ressenti précipité, ce qui ampute sur l'histoire de Mufasa, dont le début, à savoir l'élément déclencheur qui le sépare de ses parents, lui est définitivement précipité. Il trouve une rigole d'eau et pouf, la grosse vague qui emporte tout. Sauf que ces transitions avec Timon et Pumba, au final, elles sont nécessaires, parce que même si elles sont systématiquement à contre-courant de l'ambiance, elles masquent toujours des erreurs monumentales de scénario. Tiens, prenons cet exemple parce que je crois que c'est le pire. Il est établi dès le début que Mufasa a des problèmes avec l'eau. C'est une inondation qui l'a éloigné de sa tribu, à la suite de quoi il a failli mourir croqué par des crocodiles qui n'ont été repoussés que parce que c'étaient des enfants eux aussi. Taka lui apprend vite à nager, mais c'est clair par la suite qu'il a encore besoin d'aide. Bref, une fois que le scénario à proprement parler commence, Mufasa et Taka sont pris en chasse par un troupeau de lions blancs méchants conquérants et doivent s'échapper en se jetant du haut d'une cascade. Et on sait que c'est une scène pivot parce qu'elle était dans tous les trailers. Donc ils se jettent à l'eau, Mufasa se débat péniblement jusqu'à une branche, mais oh non, revoilà les crocos! Et en plus la branche casse et les lions blancs ne lâchent pas la poursuite. Et alors que tout semble à un point de tension critique, coupe sur Timon et Pumba qui se plaignent de ne pas être dans l'histoire pendant 30 secondes, et puis retour sur Mufasa et Taka, qui gambadent, pépère, pas une goutte d'eau à l'horizon, maintenant c'est la nuit, plus de poursuites et plus de crocos. Le film construit une situation bien tendax, et cache le fait qu'il s'est empêtré dans une situation complexe qu'il n'avait pas du tout l'envie de résoudre, derrière Timon et Pumba. Et ça arrive tout le temps. Dès que le film veut cacher une incohérence ou le fait qu'il veut pas s'emmerder à connecter les séquences, Pumba prout prout, Timon ouin ouin, et démerdez-vous. Et des séquences comme ça, il y en a, parce que plutôt que de se concentrer sur une relation qui aurait pu être complexe entre Mufasa et le lion aux apparences si gentilles mais qui adulte deviendra Scar, le film veut expliquer comment et pourquoi Sarabi a choisi Mufasa plutôt que Taka, et propose même une explication concrète, mais déjà avant ça, la madame tournait autour de Mufasa et délaisse l'autre comme le dernier des puceaux à la fête de l'école. Parce que oui, en fait, c'est le secret de tous ces lions, leur caractérisation est très inconsistante au fil du scénario, et la plus grosse victime de cette histoire, c'est Scar. La raison pour laquelle Scar est méchant, on ne peut la résumer que par parce que c'est un bêta-lion soja incel. Le scénario part d'une idée intéressante, que chez les lions, c'est les femelles qui font tout le boulot pendant que les mâles se touchent et attendent la bouffe, ce qui a une réalité biologique. Or, comme Mufasa est une pièce rapportée, il sera élevé par les femelles et donc quand vient le temps de la crise, il a les attributs nécessaires à la survie. Sauf que bien entendu, c'est implémenté n'importe comment. Au début du film, Taka est présenté comme le plus rapide des lionceaux qui s'oblige à perdre une course pour pouvoir garder la compagnie de Mufasa pour qui il a de l'affection. Son père, pourtant, va lui enseigner des valeurs égoïstes et tordues, mais ça l'impacte pas. À la place, il est plutôt admiratif de Mufasa qui reçoit l'éducation des lions, ce que Taka observe en cachette, sans pour autant ne rien retenir. Et quand vient le drame, il va même concéder lui-même que Mufasa ferait un meilleur roi tellement il est fort et courageux. But I'm not a king. I'm just your son. Donc déjà, le petit lionceau courageux et vif, il est plus avec nous, mais au moins il est toujours gentil. Et puis quand Sarabi commence inévitablement à tourner autour de Mufasa, après des jours de poursuite où il a accepté avec bienveillance de ne manger ni Rafiki ni Zazu alors que c'est leur seule source de nourriture dans un rayon de 50 km et qui meurt de faim, et que Mufasa l'ait aidé à se rapprocher de la madame qui, elle, n'avait Dieu que pour Mufasa déjà avant, et que le scénario doit forcer son éloignement pour justifier qu'il ne le voit pas, subitement, là, Taka se rappelle des enseignements de son père, comme quoi c'est mieux d'être un trou de balle mielleux et manipulateur, et il va trahir le groupe au profit des lions blancs en poursuite, qui jusqu'à présent voulaient rien savoir, mais qui soudainement, alors qu'ils sont perdus en montagne et affamés, là ils se font embobiner comme des bleus par un lion à moitié mort qui utilise les connaissances de son père pour la première fois de sa vie, et pour des raisons de scénario, ça passe, jusqu'au moment où Scar a des remords, retourne du côté de Mufasa, parce qu'il faut justifier que Mufasa pardonne la trahison en vue de la mise en place du lion original, et paf. Ah d'ailleurs, j'ai dit affamé, c'est déjà la deuxième fois. Tous les lions, que ce soit ceux qui sont dans le groupe de tête ou ceux en poursuite, sont apparemment en train de mourir de faim juste avant le dénouement, mais il n'y en a pas un qui apparaît flanqué. Mais bon, passons.
Mais voilà, ce que je voulais dire surtout, c'est que les personnages ont des évolutions par paliers. Tout est rigide et forcé. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'un film qui essaie de recoller les morceaux d'un film original qui n'était même pas cassé en fait? Parce que, en guise de clin d'œil, parce que le film fait beaucoup de clins d'œil, il va essayer de placer des références à l'original partout. Parfois plusieurs fois la même, sans changement de nuance. Et puis comme par hasard, certaines scènes sont un miroir de celles du Roi Lion originel. Par exemple, dans le Roi Lion original, il y avait la scène iconique avec les gnous. Et bah dans Mufasa, t'auras la même chose mais avec des éléphants. Et parfois les références, elles ont aucun sens, comme par exemple celle à la bande originale du premier pendant que Mufasa manque de se noyer. Et surtout, le film persiste dans le style photoréaliste qui, par moments, a l'air vraiment hideux. Surtout sur les plans de face, ils sont dégueulasses. Mais en même temps, encore une fois, il n'avait pas trop le choix. C'est la suite du Roi Lion photoréaliste dont le style était complètement détrimentaire à l'expression de l'action et des émotions des personnages. Donc est-ce que c'est vraiment étonnant? Et là, on arrive au nœud du problème. Il n'a pas trop eu le choix, c'est le film résumé en une phrase. Disney voulait raconter l'histoire de pourquoi et comment Scar a reçu sa cicatrice, ce dont de base on se fout un peu, ça change pas fondamentalement le Roi Lion. Et ce point de scénario, il va être enrobé dans une histoire où les réponses ne changent pas grand chose dans l'original, voire même pas du tout. Comment Mufasa et Rafiki se sont rencontrés? L'idée est cool, mais elle est mal implémentée encore une fois. Rafiki, dans son infinie sagesse, ne change pas vraiment la perspective de Mufasa, qui croyait déjà en l'idée du cycle de la vie avant leur rencontre. Et en retour, le mandrill qui a été chassé de sa tribu lui-même parce qu'il était trop dans la lune, en fait ça change pas, il n'y a pas d'évolution dans son personnage. Pourquoi Sarabi devient la reine de la Terre des Lions? Bon, c'est pas parce que c'est la compagne de Mufasa, c'est une explication qui se suffit en elle-même, c'est parce que c'était la fille d'un roi d'un autre clan qui a été décimé hors champ. Et par extension, pourquoi Scar a autant d'estime pour Sarabi? C'est pas parce qu'en son sein c'est un méchant envieux qui jalouse toute possession de son frère, c'est parce qu'en fait c'était le grand amour qu'il a été incapable de mettre derrière lui une fois qu'il s'est pris un gros râteau. Ça enrichit son personnage, ça remet vraiment en perspective l'idée de tuer son frère. Par contre, des questions qui seraient effectivement intéressantes et qui auraient pu participer à une meilleure élaboration du scénario, par exemple, comment ça se fait que Scar dans le Roi Lion a une telle intimité avec les hyènes? Ça aurait pu avoir une explication dans cette préquelle. Et puis je pose la question, est-ce que ça aurait pas été un plus gros impact en termes de narration que d'avoir deux lions qui sont frères et qui sont censés s'aimer mais qui inévitablement finissent par se détester, que ce soit Mufasa qui lui fasse sa cicatrice à Scar? Ouais, je pose ça là, c'est tout. Et comme toutes ces questions et tant d'autres sont plein de concepts qu'il faut en plus relier à l'histoire racontée à Kiara, qui prend déjà beaucoup de temps à l'écran, c'est pas possible de s'étendre sur chacune de ces notions, ce qui amène à du flottement, des égarements scénaristiques qui sont masqués par Timon et Pumba qui braillent, et la boucle est bouclée. Mufasa, c'est l'apogée de cette nouvelle formule de film Disney qui n'a pas vraiment de raison d'exister, alors qui surcompense avec des atouts qui soit sont inutiles, soit sont mal réfléchis, soit qui cassent tout et finalement qui va masquer l'ampleur du désastre avec des blagues médiocres. Ça a l'air compétent, dans la technique, dans la structure, et en réalité ça l'est à peine. Mais venant des studios Disney, c'est inacceptable. Ils ont placé la barre au plus haut maintes et maintes fois. Ils peuvent se payer des vrais scénaristes et faire des histoires profondes et engageantes, et qui respectent l'intelligence du public, si jeune soit-il. Le public mérite mieux. Si Disney essaie de prendre ses films et raconter ce qui se passait avant, on est en droit de leur rappeler que Disney, c'était mieux avant.